comparaison du titrage d'un acide fort par une base forte et du titrage d'un acide faible par une base forte. Alors on va commencer par le titrage d'un acide fort, par exemple de l'acide chlorhydrique. Vous savez que l'acide chlorhydrique en solution ça donne H3O+, il n'y a pas de HCl. Donc la réaction de titrage, surtout n'y faites pas intervenir HCl, pas du tout. HCl donne directement H3O+, de façon totale. Et la réaction de titrage, c'est H3O+, qui réagit avec une base forte. Alors la base forte, ce sont les ions hydroxydes, qui sont soit ajoutés par une solution d'hydroxyde de sodium, donc ça vous le notez, Na+, plus HO-, il faut le connaître, soit par une réaction de potasse, où cette fois c'est K+, plus HO-. Tout ça en solution. Alors la réaction de titrage dans ce cas-là n'est pas bien compliquée, puisque vous avez un acide CH3O+, apporté par l'acide fort, qui va donc réagir avec la base HO- pour donner H2O. Voilà la réaction du titrage. C'est l'une des premières choses qu'il faut trouver. Sa constante de réaction, vous voyez que c'est K standard qui est égal à 1 sur KE, donc ça vaut 10 puissance 14, et on trouve une réaction quasi totale avec les concentrations qu'on va utiliser au cours du titrage. Donc la courbe se présente de la façon suivante. Tout d'abord, première chose, en commentaire, on rajoute une base au cours du titrage. HO- est le réactif titrant. Donc, forcément, le pH doit augmenter au cours du titrage. Si vous avez un pH qui commence à diminuer, c'est que vraisemblablement vous vous êtes trompé dans une des solutions, soit la solution titrée, soit la solution titrante. Donc c'est la première chose à surtout ne pas faire comme erreur en TP. Deuxièmement, vous savez qu'à l'équivalence il y a un saut, plus exactement en fait, si on regarde la dérivée première, voire la dérivée seconde s'annule, et vous avez peut-être vu en maths que ça correspond à un point d'inflexion. Donc il y a un point d'inflexion pour la courbe à l'équivalence. Et il n'y en a qu'un seul. Donc je vais même mettre un point d'inflexion. Voilà. Là, ça augmente, et puis la dérivée diminue, là, etc. Donc le point d'inflexion, il se trouve là. La courbe, en fait, vous pouvez le voir, elle est symétrique par rapport au point équivalent grand E. Et ce point équivalent grand E a pour abscisse VE, bien sûr, et ordonnée, ça c'est important lorsqu'il s'agit d'un acide fort titré par une base forte, ou le contraire d'ailleurs, une base forte titrée par un acide fort, pH égale 7. Donc le pH final à l'équivalence pour donc attention, EQ ça veut dire équivalence et non pas équilibre. Là on était à l'état final à l'équivalence. Vous avez le point E qui va se trouver exactement ici. Vous pouvez utiliser la méthode des tangentes si vous voulez. Et on voit très bien que la courbe est complètement symétrique par rapport à ce point. Il y a une symétrie centrale. Et d'autre part, qu'en ce point, il y a un point d'inflexion. Et vous trouverez donc le volume équivalent en abscisse qui vous permettra de trouver la concentration inconnue. Enfin, notons que le début de courbe, il est assez à l'horizontale. Si je l'entoure, vous voyez qu'ici, on a quelque chose qui est assez à l'horizontale et qui est monotone. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on prend l'exemple, cette fois-ci, du titrage d'un acide faible par un acide fort? Exemple, l'acide éthanoïque pour lequel le pK vaut 4,8. Donc je vous rappelle qu'un acide faible, c'est un acide dont le pK est compris entre 0 et 7. Et il doit être dosé par une solution de soude ou bien une solution de potasse, donc HO-. D'abord, la réaction du titrage, on commence toujours par celle-ci.
Ici, c'est pas H3O+, mais c'est l'acide lui-même qui est titré. CH3COOH plus HO- va donner CH3COO- plus H3O+. Plus H2O, excusez-moi. Quelle est la réaction de ce titrage? Cette réaction de titrage a plutôt quelle constante de réaction? Donc je vous rappelle que c'est 10 à la puissance pK de la base qui est réactive. Donc le pK de HO-, c'est le couple HO-, plutôt H2O, HO-, c'est pKe, moins le pKa du couple de l'acide. Donc moins pKa, qu'on a noté pKa ici, qui vaut 4,8. C'est-à-dire 10 puissance 14 moins 4,8, donc 10 puissance 9,2. Et là encore, quelque chose qui est très grandeur 1, donc on aurait simplement une réaction qui est quantitative et qu'on pourra considérer comme totale. Alors, la première chose à faire sur la courbe, faut d'abord identifier les courbes. Puisqu'on rajoute une base au cours du titrage, forcément, la courbe du pH, c'est celle qui est croissante et qui a un grand saut à l'équivalence. Vous l'avez reconnue, je vais la repasser par exemple en rouge, c'est celle-ci. Alors en plus, vous avez une légende qui est à droite et que j'ai laissée, mais imaginez que vous ne l'ayez pas, hein, généralement ce sera le cas. La voilà. Voilà la courbe de pH. Bien. Les deux autres courbes, à quoi correspondent-elles? Là, vous voyez que vous avez une espèce, d'abord les deux, si on les somme, ça fait 100%. Hein. Là, vous avez une échelle en pourcentage, qui est très importante. La somme des deux fait 100%, c'est vraisemblablement CH3COH et CH3CO-, parce que quand CH3COH a réagi, on le trouve sous la forme de CH3CO-. Donc quand on fait la somme de, par exemple, la concentration en CH3COH et celle en CH3CO-, on trouvera une constante qui vaut, d'ailleurs, la concentration CH3COH cherchée au départ. Alors je vais mettre en jaune, par exemple, l'acide. L'acide, lequel ça va être? L'acide, il est titré petit à petit. Donc, c'est sûr qu'au cours du titrage, sa concentration, elle diminue. Et c'est même une fonction affine, pratiquement, sauf peut-être au début. Et là, hop, il y a un point qui ne présente pas, pour la dérivée première en tout cas, quelque chose, une courbe qui soit continue. Et ici, vous avez la base correspondante, vous le repassez en même temps. Ces deux remarques que je viens de faire, ces segments de droite plutôt, et le fait qu'ici il y ait des angles, signifie que d'une part, il n'y a que cet acide qui est titré, et que d'autre part, la réaction est totale, parce que c'est une fonction linéaire donc du volume, donc de la quantité de matière de réactif titrant qui est rajouté. Et là, il se passe vraiment quelque chose de surprenant. C'est coupé, et c'est parce qu'en fait, on prend le log qu'on va obtenir donc une courbe correspondant au pH avec un très très grand saut. Donc, les commentaires. Premièrement, identifier les courbes, c'est ce qu'on vient de faire. Là, c'est le pH. Là, c'est le pourcentage en CH3COH. Et là, c'est le pourcentage en CH3CO-. Deuxièmement, alors, lorsque V ajouté, titrant ajouté, égale 0, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait 100% de CH3COH, on n'a pas tout à fait 100% de CH3CO-. Ça vient d'où? Il ne faut pas oublier que lorsqu'on a mis CH3COH, il est dans l'eau, il est aqueux, il y a eu une petite réaction qui s'est faite. Avec H2O, je vous rappelle que comme c'est un acide fort, ça forme CH3CO- aqueux plus H3O+. Donc d'une part, vous avez bien une concentration en H3O+, qui n'est pas nulle, hein, vous avez donc un pH qui ne tend pas vers 0, on va dire. Et puis, vous avez du CH3CO- qui n'est pas nul non plus, hein, donc il est à quelques pourcents ici, il faudrait le lire là. Et puis CH3CO- qui ne vaut pas 100%, pratiquement, hein, mais il faudrait le lire correctement, donc
à droite. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut encore remarquer? Que la courbe a 2 points d'inflexion. Ici, à l'équivalence. Et si vous regardez, vous voyez que là, la dérivée augmente puis baisse, puis elle réaugmente. Donc j'ai un point d'inflexion à ce qu'on va appeler à la demi-équivalence. C'est-à-dire que là, je lis un VE, un VEC équivalent qui vaut 20 ml. Eh bien, vous êtes certain qu'à 10 ml, vous aurez également un point d'inflexion. On en reparlera un petit peu plus tard. Voilà. Vous pouvez remarquer aussi que le pH à l'équivalence, plus exactement à l'état final de l'équivalence, est strictement supérieur à 7. Et au départ, c'est pas linéaire, hein, comme on avait vu tout à l'heure. Là, si je l'entoure, vous voyez que ça s'arrondit. Ben, c'est pourquoi il y a une certaine concavité ou convexité. Convexité. Ici, c'est une convexité parce que c'est un acide qui est titré par une base forte. Car, en réalité, on titre au tout début l'acide le plus fort. Et l'acide le plus fort qui est présent, c'est pas CH3COH, c'est le H3O+, qui provient d'où? Qui provient de cette réaction-là, qui a eu lieu dès le début, avant que le titrage ne commence. Mais attention, finalement, il faut bien se rappeler que CH3COH apporté au début se répartit entre CH3COH effectif, qu'on trouve effectivement en solution, et le H3O+, dosé ou titré en premier. Mais c'est en fait tout ça qu'on titre. On titre jusqu'à l'équivalence les deux acides. Et on considère qu'il s'agit de CH3COH apporté. Voilà. Alors, à l'équivalence maintenant. Point très important. Que se passe-t-il? Les deux réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Donc vous l'écrivez. Les deux réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique, c'est-à-dire mathématiquement, et vous n'oubliez rien dans les indices, N de CH3COH apporté, divisé par son nombre stoichiométrique dans l'équation de titrage. Donc divisé par 1 est égal à la quantité de H- versée à l'équivalence sur 1. Les deux réactifs sont limitants. Et donc, on en déduit l'inconnu. Je vous laisse faire. Soit c'est la quantité apportée, soit c'est la concentration dans la solution où il a été apporté, etc. Puisque ça, je vous rappelle que c'est C titrant fois V équivalent sur 1. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est à la demi-équivalence. Alors, quoi correspond la demi-équivalence? C'est la situation où on a versé la moitié de NaOH, c'est-à-dire N de H- versé à la demi-équivalence est égal à 1/2 de la quantité de H- versée
à l'équivalence. Donc on est là. Si on en avait versé 20 à l'équivalence, on n'en a que 10 ici. Et alors là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que à la demi-équivalence, que se passe-t-il? Comme on a versé la moitié du réactif titrant permettant de tout titrer le réactif titré, on en déduit que à l'état final de cette situation-là, de la demi-équivalence, on trouve à l'état final N de CH3COH F demi-équivalence qui vaut en fait la moitié de ce qu'il y avait au départ, donc N de CH3COH apporté sur 2, qui n'a pas encore réagi, si vous voulez, avec H au moins, et on trouve l'autre partie de CH3COH qui s'est transformée en N de CH3CO- à la demi-équivalence, qui correspond à cette fois la quantité de CH3COH apportée également sur 2, quantité qui a réagi avec H-, jusqu'à la demi-équivalence. Et ça, c'est très intéressant parce que vous voyez que les quantités de l'acide et de la base sont identiques. Donc, à la demi-équivalence, il suffit de diviser par le volume complet. On n'aura que la concentration en CH3COH, donc à l'état final de la demi-équivalence, est égale à la concentration en CH3CO- à l'état final de la demi-équivalence. Soit encore pH, je vous rappelle, qui vaut pKa plus log de la base, donc ici CH3CO- à l'équilibre, sur CH3COH à l'équilibre. Or, l'état final de la demi-équivalence est bien un état d'équilibre, donc on a tout à fait le droit de l'utiliser, et donc ça fait pKa plus log de 1 ici, c'est-à-dire pKa. Vous allez donc lire à la demi-équivalence le fait que le pH est égal directement au pKa du couple CH3COH CH3CO-. Alors on va les vérifier. À la demi-équivalence, vous devez indiquer les traits de construction. Je suis là. Et je trace ensuite un trait vertical, plutôt horizontal, de manière à trouver le pH correspondant à cette valeur-là, de volume ajouté. Donc je suis ici. Et vous voyez que là j'ai 4, là j'ai 4,5, là j'ai 5, 5,5. Donc je suis exactement à 4,8 au pKa du couple qu'on a considéré.